Bon, bien, nous allons commencer et je vais remercier d'abord le professeur François Bonniel, qui est un professeur comme il faudrait qu'il y en ait plus, c'est-à-dire qu'il aime l'enseignement. Il nous a enseigné la biomécanique et avait fait un magnifique DU de biomécanique. Il organise les journées de Montpellier et ceux qui organisent des congrès savent combien c'est difficile d'organiser des congrès et surtout d'avoir un public fidèle. Et puis la preuve qu'il aime l'enseignement, c'est qu'il participe à nos réunions des conférences du lundi. C'est le plus fidèle. Donc, j'aimerais bien que les plus jeunes élèves qui sont en première année de chirurgie soient comme lui. Donc, merci pour ce goût pour l'enseignement que nous partageons avec vous et nous allons vous donner tout de suite la parole. Eh bien, donc je dois d'abord remercier en partie Philippe Chiron d'avoir initié ces réunions qui sont très intéressantes, et puis ensuite d'avoir accepté un sujet qui n'est pas dans la prérogative des internes ou des chirurgiens en formation sur les clous, les plaques et les vis. Donc, je dois également remercier tous les participants et la grande école d'orthopédie de Toulouse, puisque l'Occitanie fait partie, je dirais, intégrante de l'enseignement du sud de la France et depuis de très nombreuses années, vous le voyez, on est en collaboration avec Toulouse, avec des personnalités ici présentes, représentantes, et puis une pensée amicale vous connaissez tous à Christian Monsat, avec lequel nous avons beaucoup réfléchi, travaillé, publié sur le genou. Donc, ça date d'aujourd'hui, puisque vous voyez que Delpech était toulousain et que Rabelais a été également toulousain, mais c'est perdu dans Montpellier. Alors, où est-ce qu'on en est? On en est au passé, enfin, entre guillemets, c'est radiographique, ce que j'appelle les ombres chinoises qui sont reconnues par tout le monde, et dont nos maîtres, les maîtres actuels et les très anciens, ont fait des progrès sur le plan technique chirurgical avec des critères qui étaient des projections, des radiographies en projection. Et il faut savoir que c'est du passé, à mon sens, c'est du passé, il faut évoluer. Alors, les exemples sur le pied montrent bien que selon l'incidence sur laquelle on se réfère, eh bien, l'évaluation angulaire en projection radiographique 2D est super fausse, évidemment. Mais enfin, c'est une méthodologie. Les travaux nombreux ont montré que les mesures angulaires au niveau en particulier du pied sont aléatoires et n'ont aucune valeur prédictive. Mais c'était le passé. Alors, comment se construit l'appareil locomoteur? Eh bien, il se construit avec une génétique sur lequel nous ne pouvons pas agir personnellement, c'est notre code génétique. Et il y a des codes mathématiques. Et lorsque j'essaie de représenter ici le thallus, à l'analyse fonctionnelle, le créateur, entre guillemets, il a beaucoup réfléchi et il n'a pas fait de l'aléatoire. Si on analyse plus, on voit que dans la partie postérieure, il est sous la forme d'un cube. À la partie intermédiaire du col, il est représenté par un cylindre plein. Et enfin, à la partie de la tête, eh bien, c'est une demi-sphère. Et tout ça répond à une relation mathématique. Toutes les formules ici sont représentées avec ce qu'on appelle les axes d'inertie ou les moments d'inertie. Si on parle des cunéiformes, c'est la même chose, exactement, puisque le cunéiforme, sa forme tout à fait particulière, est représenté ou peut être représenté sous la forme d'un cône. Donc tout ça est très codifié et en conséquence, l'évaluation que l'on peut en demander ou en envisager, eh bien, elle appartient non plus à l'ère des bougies. Dans l'heure actuelle, on parle beaucoup de bougies, mais c'était le passé. Et je pense qu'il faut arriver maintenant à parler ou penser en numérique. Alors, le numérique, c'est un grand mot, mais un grand mot qui sert certainement à préjuger des gestes thérapeutiques. Précédemment, on vous avait dit que nous sommes tous géolocalisés, c'est une bonne chose, et qu'on peut l'utiliser sur la pratique chirurgicale de diagnostic. Alors, quel est l'objectif de ces moments d'inertie? C'est un grand mot, mais c'est quand même une réalité morphologique. C'est pour analyser dans un premier temps et analyser pour comprendre.
Alors, si on prend tous les niveaux après d'application, on verra que ce n'est pas évident de tout intégrer, mais on va essayer avec des moyens modernes, entre guillemets numériques, de comprendre comment est constitué et comment on peut agir sur notre système orthopédique, bien musculaire éventuellement. Alors, quels sont les moyens? Les moyens, ils sont basés sur le système numérique avec des ordinateurs, évidemment, la tomodensitométrie, c'est là où la difficulté commence à naître, puisque l'analyse des structures par tomodensitométrie, c'est un organisme, enfin c'est un système d'organisation extraordinaire qui analyse notre corps humain en 3 dimensions. Et après, on peut utiliser un tas de logiciels d'analyse d'image. Vous voyez que j'en ai relevé 75, mais comme je n'ai pas accès à ces 75, j'ai accès à un logiciel qui est utilisé, qui est universel, qui est surtout traité sur Montpellier, qui est fait par une boîte qui s'appelle Myriam Intrasense. Mais bien entendu, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette boîte, mais j'utilise à titre recherche expérimentale leur logiciel depuis environ 15 ans. Donc, voilà cette structure qui s'intéresse à l'appareil locomoteur, mais qui également s'intéresse à l'innovation sur le plan du viscéral et surtout l'oncologie. Alors, qu'est-ce qu'on va mesurer ou qu'est-ce qu'on peut espérer mesurer autrement qu'avec les méthodes anciennes? Bien, on peut mesurer la longueur, la largeur, enfin tout ce qui est constitutif de l'appareil locomoteur. Et un point important qui est celui des rayons de courbure qui est souvent ignoré. Ces rayons de courbure articulaires non projetés, c'est là la différence que l'on a avec les radiographies en projection 2D. Ces rayons de courbure sont, à mon sens, très importants. On le verra pour le genou, mais on peut le voir pour la cheville, on peut le voir pour toutes les articulations. Et ce rayon de courbure va indiquer ou va expliquer les déformations et surtout les déplacements angulaires de chaque articulation. C'est le premier point. Ceci, c'est pratiquement tous les logiciels basiques mesurent ces valeurs. Mais la deuxième partie, c'est la mesure des axes d'inertie. Alors, cette mesure des axes d'inertie, c'est un problème spécifique. Et voici un exemple, par exemple, le genou. Classiquement, vous pouvez mesurer à partir d'un scanner les longueurs, les largeurs, mais surtout évaluer les rayons de courbure des condyles. On sait que morphologiquement, anatomiquement, ils sont asymétriques et qu'ils ont un rôle important dans la stabilité, dans l'organisation pratique du genou. On le sait, puis on peut voir quelle est la conséquence sur la dynamique de ce genou, et souvent ces rayons de courbure ne sont pas évalués. On parle surtout de ligaments, mais on ne parle pas beaucoup de rayons de courbure, et ça me gêne un petit peu. Au niveau de la cheville, c'est la même chose, en titre d'exemple. Donc, je crois qu'il faut essayer de modifier nos concepts et de s'adresser, maintenant qu'on a les moyens d'analyse, ces rayons de courbure asymétriques, puisqu'on sait très bien qu'il y a une différence entre la partie médiale, la partie latérale et un double rayon de courbure pour les condyles. Donc, ça, c'est la mesure universelle. Et puis ensuite, il y a l'essentiel actuel, numérique, tridimensionnel, qui est celui des axes d'inertie. Nous sommes tous triangulés, entre parenthèses, avec 3 axes dans l'espace. C'est une évidence, c'est X, Y et Z, tout à fait connu, c'est la réalité. Et le scanner, la tomodensitométrie, va pouvoir nous apporter des applications pratiques, des mesures possibles dans les 3 plans. Et on peut regretter, on va le voir tout à l'heure, que la plupart du temps, on donne des axes pour un angle donné. Dans quel plan, on ne sait pas, mais jamais on annonce un plan ou une valeur angulaire en 3 angles. Et en fait, c'est ce qu'il faudrait essayer d'apporter, c'est-à-dire d'apporter les 3 angles. Il n'y a pas de structures qui sont hors tridimensionnelles. Donc, c'est là l'apport de ces valeurs qui sont les axes d'inertie des structures que nous pratiquons tous les jours. Alors, la méthode, c'est le problème le plus difficile. Des travaux récents, ici, ce sont les Japonais, parce que l'évaluation en tridimensionnel, vous le voyez lorsque vous observez une tomodensitométrie, c'est des grilles de grilles de grilles.
Donc, le concept ici sur ce condyle voit très bien que la différence entre le condyle et le tissu mou en regard est très difficile et l'œil ne peut pas différencier tous ces gris. Il y a environ 1400 gris à évaluer, donc on ne peut pas y arriver. Mais grâce aux méthodes actuellement, avec la segmentation, la machine va pouvoir justement récupérer ces gris qui dépassent et qui sont difficiles à évaluer, qui vont dépasser la structure pour pouvoir les évaluer. Et donc, c'est ça le problème. À partir du moment où on va régler le problème de la segmentation, où on a réglé le problème de la segmentation, on fait un progrès considérable. Vous avez entendu la conférence qui était faite initialement l'année dernière sur le collègue parisien sur l'évaluation. Et l'évaluation, par exemple, au niveau du CARP, eh bien, c'est le problème de la segmentation. Et il a répondu qu'il n'avait pas encore les méthodes de segmentation. Et je vais vous montrer que maintenant, grâce à ce logiciel en particulier, parce qu'il travaille sur le tissu mou, on arrive à évaluer les structures osseuses. Alors voilà un exemple, parce qu'il y a deux façons d'assurer la segmentation. Il y a une segmentation qui est manuelle, c'est-à-dire que l'on va entourer avec un curseur la pièce osseuse de pas à pas, et automatiquement, au bout d'un certain nombre de coupes, qui va prendre 2 ou 3 ou 4 secondes, eh bien, on peut avoir la représentation tridimensionnelle par contour manuel de cette structure. Alors ça prend du temps et ça rebute, bien entendu, le radiologue. Time is money, vous le savez, mais ça va rebuter également la pratique chirurgicale parce que on ne prend pas le temps ce qui est dommage. Mais grâce à cette possibilité de mesure tridimensionnelle, on peut avoir maintenant, grâce à ce logiciel en particulier, je dis bien, il n'est peut-être pas unique dans le monde, mais il est quand même utile pour mon application, eh bien, on va pouvoir avoir une analyse technique automatique. Et donc, à partir du moment où on a réglé ce problème, qui n'est pas encore complètement au point, mais qui est très au point pour les parties molles, lorsqu'on l'a réglé sur le plan osseux, vous allez voir un exemple, eh bien, on va faire un progrès considérable. Alors voilà l'exemple qui est représenté ici, c'est automatique. Vous voyez que l'on peut repérer en 3 dimensions de façon automatique, sans intervention autre que la localisation, bien entendu, de la structure. La couleur permet de repérer l'organe, l'os fémur, le tien en particulier. Vous avez vu tout à l'heure la patella. Et puis également, avec des outils qui sont ajustés, qui sont conformes, on peut mesurer les axes d'inertie tridimensionnelle. Et en cliquant essentiellement sur les structures, vous voyez automatiquement se met en place les structures tridimensionnelles. À partir de cette structure tridimensionnelle, on va pouvoir la visualiser. Alors là, regardez ces bounding box, c'est classique, mais ces bounding permettent de bien regarder, de bien voir l'orientation globale, la synthèse des axes d'inertie. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on a une méthode d'analyse tridimensionnelle qui est automatique, qui permet, je vous montrer tout à l'heure les applications, qui nous permet de prendre connaissance, c'est-à-dire d'analyser la structure éventuelle. Et puis ensuite, l'œil, et vous voyez mes deux doigts, pour comparer deux angles des deux côtés dans le 3 dimensions, c'est impossible. Vous n'y arriverez pas. Vous savez qu'il faut travailler dans l'espace. Nous sommes tous dans l'espace et qu'on n'arrive pas à avoir des calculs automatiques tridimensionnels. C'est là la difficulté d'évaluation. Et grâce à cette méthode d'évaluation, on va pouvoir avoir des valeurs angulaires. Ces valeurs angulaires ne sont pas projetées. Ces valeurs angulaires sont tridimensionnelles et on peut considérer que ces valeurs angulaires constituent des axes, des angles réels, fonctionnels, mécaniques, parce qu'on travaille sur de la mécanique, et à partir de là, on va pouvoir donner des nouveaux axes, des nouvelles valeurs angulaires. Alors voilà des exemples au niveau genou. Ça, c'est mon tibia passé au scanner. Vous voyez que la segmentation est faite de façon automatique. Le talus, la couleur sert bien entendu de repère et qu'on va pouvoir, une fois que la segmentation automatique a été réalisée, donner
les 3 dimensions, les valeurs angulaires réelles. Normalement, la radiographie dans le plan coronal et sagittal vous donne une valeur angulaire en 2D, mais vous n'avez pas automatiquement la valeur angulaire automatique 3D, c'est-à-dire la rotation. Bien là, je sais que j'ai un varus de 29 degrés, un angle de torsion intrinsèque en médial ou en latéral qui est de l'ordre de 49 à 56 degrés. Alors, ce sont des valeurs réelles qui concernent mon tibia et par rapport à mon fémur, mais vous avez là la notion réelle de valeur angulaire non projetée. J'insiste bien sur la notion de non projetée, alors que toutes les radiographies en 2D représentées, elles sont toutes dans un plan sagittal ou horizontal et jamais tridimensionnel. Donc voilà l'intérêt. Alors à partir de ce moment-là, il va falloir interpréter ces nouvelles données parce que on n'a pas l'habitude de les voir, que ce soit sur la hanche, sur le genou, sur le pied ou sur l'épaule. On n'a plus l'habitude de les avoir, mais il faudra les apprendre et pouvoir comparer. Donc, comparer le côté sain par rapport au côté opposé, dans la mesure où il existe anatomiquement, ce qui n'est pas évident non plus. Les auteurs anciens avaient essayé de voir s'il existait une symétrie. Nous ne sommes pas symétriques. C'est là la beauté de notre organisme. Et vous le savez très bien que depuis Dali, quelque chose qui est symétrique n'est pas visuel de qualité. Donc, autre exemple, au niveau de l'axe fémoro-patellaire, de l'articulation fémoro-patellaire, on va pouvoir voir l'orientation de la patella dans les 3 plans de l'espace, ce qui est un aspect tout à fait innovant, c'est-à-dire qu'on n'a plus la notion d'un plan dans le plan sagittal ou dans le plan horizontal. De la même façon, alors vous avez la représentation, parce que les angles sont difficiles à interpréter, même quand on a l'habitude, et vous voyez que la bounding box vous donne effectivement la réalité positionnelle de cette patelle-là. On voit très bien qu'elle est bien pratiquement normale. Mais si l'angle est différent, on pourrait avoir une asymétrie et on va voir maintenant en reconstruction tridimensionnelle l'ensemble remarquable qu'on voit le tibia, on voit le fémur et on voit très bien que la patella est l'élément intermédiaire, quand on regarde les bounding box, intermédiaire de stabilisation rotatoire entre le fémur et le tibia. C'est une évidence lorsqu'on pratique l'analyse, mais là, c'est visuel de savoir dans la pratique chirurgicale éventuellement si la patella, après mise en place, entre guillemets, d'une prothèse ou d'une réaxation, est parfaitement centrée. C'est le moyen objectif, réel, d'évaluation angulaire tridimensionnelle. Alors, je vous présente quelque chose qui est un peu super, enfin, pour moi, c'est super nouveau. Jusqu'à présent, on travaille sur la tomodensitométrie, mais vous allez maintenant, grâce à l'utilisation de cette analyse avec ce nouveau logiciel, centré sur les parties molles, j'ai la possibilité automatique, je dis bien, ce n'est pas un Photoshop, je n'ai pas fait du Photoshop sur le croisé antérieur, ni sur le croisé postérieur, mais automatiquement, j'ai repéré par un clic, une fois qu'on a segmenté, la segmentation ici est pratiquement automatique, en 3D, j'ai segmenté les ligaments croisés. Alors, on a la vision anatomique morphologique classique, on la connaît tous, mais la position automatique en 3D, je dis bien, ce n'est pas un Photoshop, j'insiste bien sur le fait que ça a été automatique, j'ai cliqué sur la structure et automatiquement les parties molles m'ont donné la coloration. Et vous allez voir que grâce à cette mesure automatique, eh bien, j'obtiens le volume de chaque structure du croisé antérieur au croisé postérieur. J'ai pu calculer les rayons de courbure entre le fémur et le tibia, qu'on m'a expliqué que, vous le savez tous, un genou, grande laxité, petite laxité, grande instabilité, grande laxité, ça pose problème parce qu'on n'analyse pas souvent les rayons de courbure. On fait de la technique, mais on n'analyse pas ces rayons de courbure différentiels au niveau du condyle fémoral ou même tibial. Et puis surtout, alors, je peux avoir les axes d'inertie automatiquement une fois que j'ai la segmentation. Et vous avez là la représentation tridimensionnelle des valeurs des croisés antérieurs et postérieurs automatiquement dans les 3 plans de l'espace. Alors, il serait intéressant, ce sont des idées à prendre en considération secondaire, de savoir lorsqu'on fait un transplant tendineux, s'il représente bien et s'il est bien dans la structure tridimensionnelle, bien entendu,
on est plus ou moins proche de la réalité, mais on en est loin, à tel point que récemment, à Toulouse, il a été dit et confirmé que ce que l'on sait depuis 25 ans avec Jäger et Christian, il faut faire un retour externe évident. Donc ça, c'est une aparté, mais déjà, on a la valeur angulaire tridimensionnelle d'orientation des structures au niveau des ligaments croisés. C'est un peu une innovation. Je peux avoir les volumes automatiques et puis les angles, c'est le même principe d'organisation. Et grâce aussi à l'analyse des parties molles, ici représentées par les tendons de la patte doigt, vous avez également la volumétrie potentielle des muscles à condition d'avoir une IRM qui prend tout le segment, ce qui n'est pas actuellement le cas. Voilà donc une approche que l'on peut également compléter. Alors, ici, une tumeur de l'extrémité proximale du tibia. On a la morphologie classique connue, et puis les colorations qui permettent, grâce aux structures osseuses, d'individualiser tout ce qui appartient à l'os. Et là, vous avez le volume osseux de la tumeur, et puis je peux avoir également, automatiquement, après avoir cliqué sur les parties molles, le volume de la tumeur à l'intérieur comparativement à ce qui est osseux. Et vous avez également la densité osseuse. On voit très bien que la densité de l'os, elle est variable selon les localisations. Et puis là, vous avez la densité pratiquement uniforme de cette tumeur ici représentée. Puis ensuite, la reconstruction tridimensionnelle classique avec les roïdes injectés. Donc, les ouvertures du numérique nous permettent d'avoir toutes ces images, mais surtout d'avoir une valeur angulaire associée. Alors, les applications, elles sont multiples. Et je vais vous en présenter quelques exemples classiques. Nous commençons par le pied. Alors, toujours pareil, c'est la méthodologie qui ne change pas, la tomodensitométrie qui permet d'avoir les valeurs angulaires classiques avec les rayons de courbure du talus et du calcaneus. On s'est aperçu que la technique de mesure de ces rayons de courbure faisait qu'on avait en définitive 3 chevilles, on n'en a pas que 2, on n'en a pas qu'une, et que le cône de Hinman, c'est, pour ne pas dire pas juste, c'est faux. Donc, on est constitué différemment les uns des autres, avec des rayons de courbure, avec un cône inversé, qui fait qu'on n'a pas la cheville qui se déplace dans le même sens. Mais ceci est une approche diagnostique et thérapeutique éventuelle sur le concept éventuellement des mises en place de prothèses. On peut, au niveau de l'avant-pied ou de l'arrière-pied, de la même façon, avoir de façon automatique la segmentation des structures. Et à partir du moment où on a la segmentation, automatiquement, la machine fait le reste, on ne calcule plus, eh bien, vous avez le volume. Vous me direz, ça ne sert à rien. Pourquoi pas? Je veux bien que ça ne sert à rien, mais on peut avoir automatiquement, ça ne coûte rien de l'avoir dans la structure, automatiquement, de l'obtenir. C'est une mesure volumétrique intéressante. Et puis ensuite, on peut avoir, et on a, les mesures réelles. Les couleurs, c'est simplement pour se repérer, mais la machine, on peut changer les couleurs, et vous avez les axes d'inertie de chacune des structures osseuses. Chacune des structures osseuses, et c'est pour ça que les valeurs angulaires maintenant données n'ont plus de valeur. Les radiologues le font, mais ils ne font pas la réalité. Bon, je ne leur dis pas que ça ne sert à rien, mais de source, ça ne me sert strictement à rien. Mais vous avez ici les valeurs angulaires, les axes d'inertie, 3 dimensions. Ce qu'on fonctionne en 3 dimensions, vous l'avez compris, c'est évident. Et voilà, je peux avoir entre le talus et le calcaneus les valeurs angulaires spécifiques tridimensionnelles entre l'axe principal ici et ici, et ensuite surtout les axes rotatoires au niveau de la subtalaire. Et vous avez ici la représentation qui est plus facile à regarder que les chiffres, parce que les chiffres, ils sont difficiles à interpréter, mais vous avez les bounding box, un terme bien classique, qui vous montre bien l'orientation du talus par rapport au calcaneus, sa position en pronation ou en supination, qui est un élément essentiel. Et au niveau de l'avant-pied, la même chose, au niveau des méta 1 et 2, automatiquement. Donc, vous voyez que le concept maintenant d'analyse des images avec les mesures angulaires automatiques, eh bien, ça ouvre un espace considérable de recherche et puis d'évaluation. Et également, on peut utiliser l'IRM. Voilà un exemple, comme pour le genou, vous avez ici les valeurs angulaires
structurée, obtenue automatiquement de tous les faisceaux au niveau de la cheville, l'interosseux, talo-calcanéen, le médial, latéral, je ne vous les décris pas. Ensuite, le spring ligament, ici représenté, obtenu de façon automatique, on peut l'avoir, et puis les tendons en périphérie, le volume et la densité de toutes les structures tendineuses périphériques avec les axes d'inertie dans les 3 dimensions. On peut avoir les axes d'inertie au niveau des 2 faisceaux talo-calcanéens et interosseux, ou bien des faisceaux entre le médial et le latéral, le collatéral médial et le collatéral latéral. Donc voilà, une ouverture. Alors, bien entendu, l'IRM est un examen intéressant, fondamental pour une application pratique et surtout une mesure possible actualisée. Passons maintenant à la hanche que vous connaissez tous très bien. Bien, sur le plan anatomique, on a des difficultés à interpréter. Alors, les valeurs angulaires, je n'ai rien contre tous les auteurs. C'était l'époque, ce sont des maîtres qui ont essayé de réfléchir et de donner des valeurs, mais on sent très bien que toutes les valeurs qui sont données à l'heure actuelle, ben, elles sont toutes en 2 dimensions et ce sont toutes des valeurs en projection, donc on n'a pas la valeur réelle. La même chose en coupe horizontale, même si c'est un scanner, c'est vrai, de toute façon, les projections ne sont pas réelles. Alors, avec la segmentation automatique, je peux évaluer, ou on peut évaluer, quand je dis je, on peut évaluer à partir d'un scanner la morphologie de chaque élément de l'os coxal, ici représenté avec la partie iliaque, la partie sciatique, et individualisé avec chaque couleur. Alors, on me dirait quel est l'intérêt? L'intérêt est un peu de recherche au départ, mais surtout, c'est comprendre pourquoi l'anatomie est particulière. Lorsque je regarde le bassin droit et le bassin gauche, je vois qu'ils n'ont pas la même élitorsion, intrinsèque, ce qui va poser problème sur l'orientation de la cavité articulaire de la hanche. Et vous voyez ici 3 segments osseux, 3 pièces osseuses, toujours avec le même axe, puisqu'on voit le trou ici, et puis qu'on voit que l'orientation de l'aile de l'iliaque n'est pas la même, et que l'orientation de la surface articulaire du cotyle n'est pas le même, de l'acétabulum n'est pas du tout le même. Donc on a un problème fondamental qui est posé, cette élitorsion, comment l'évaluer? Et on peut aller plus loin, puisque vous voyez que l'analyse de plusieurs segments osseux nous montre que on retrouve là les valeurs anatomiques, où on peut apprécier des valeurs angulaires d'élitorsion de chaque structure qui sont différentes, avec même une absence d'élitorsion pour un sujet. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si cette élitorsion n'est pas à l'origine de certaines arthropathies éventuellement. De la même façon, je peux individualiser chaque structure pour calculer les axes d'inertie entre les différentes pièces osseuses de l'iliaque ou de l'ischio. C'est un choix à faire. Hein. On peut prendre l'ensemble ou la particularité, et puis le fémur, la même chose. Et j'ai comparé le côté droit par rapport au côté droit, par rapport au côté gauche. Vous voyez que les valeurs angulaires me diraient 34 à 36, c'est pas loin, effectivement, mais de 30 à 53 degrés, c'est pas la même chose, à mon sens, et que par conséquent, on fait la symétrie, il n'y a pas de symétrie fonctionnelle, donc l'acétabulum droit par rapport à l'acétabulum gauche, ils sont asymétriques. Alors, après, sur le plan fonctionnel, comment fonctionner, comment marcher avec des axes asymétriques. De la même façon, la représentation cinématique avec les bounding box est beaucoup plus intéressante. Elle sera intéressante surtout pour la prise en charge en robotisation, parce que la machine s'adapte mieux à partir d'un bounding box qu'à partir de chiffres. Donc ça, c'est le futur du futur sur lequel on peut réfléchir. Donc asymétrie fémorale, c'est une évidence ici, avec des valeurs angulaires ici représentées. On voit très bien qu'on ne peut pas l'avoir avec la tomodensitométrie, mais on voit très bien qu'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche, donc fémur asymétrique. Alors, on peut étendre, bien entendu, toutes ces valeurs ou cette analyse avec la mise en place d'une prothèse pour savoir si, lorsque on remplace l'extrémité d'un côté par rapport à l'autre, on retrouve les mêmes valeurs angulaires. Ben, voici un exemple. Ici, côté sain, ici, le côté remplacé, on a une asymétrie fonctionnelle majeure entre le côté droit et le côté gauche. Donc, on a remplacé effectivement l'articulation, mais on n'a pas du tout remplacé la mécanique réelle. Donc, on ne travaille pas, on a une asymétrie entre les deux systèmes. Alors,
je n'ai pas de projet pour évaluer quelle elle va devenir, mais déjà, on travaille dans de mauvaises conditions, on ne rétablit pas la même condition. Alors, encore un exemple extrêmement important, c'est la valeur angulaire de la direction de l'acétabulum en 3 dimensions. Et vous voyez que maintenant, il ne faudrait pas dire il est antéversé de X degrés, il faudrait donner 3 chiffres. Le côté droit par rapport au côté gauche, vous avez ici les 3 représentations, côté droit, côté gauche. Il y a une symétrie, on ne peut pas dire qu'ils sont à symétrie complète, mais les valeurs angulaires ne sont pas parfaites. Il y a aussi la technique qui est utilisée, mais on voit qu'il n'y a pas de symétrie entre l'acétabulum droit et l'acétabulum gauche, surtout avec un angle dans les 3 plans de l'espace, c'est une orientation. Alors une application simple sur les fractures de l'acétabulum, j'ai écouté le symposium avec beaucoup d'intérêt, et puis la question a été posée pour mesurer le centrage de l'acétabulum. Voilà un exemple ancien de mon jeune âge, où c'était les grandes voies Possé. Eh bien, dans ce dossier, on se rend compte que l'ostéosynthèse, elle est acceptable, elle est confortable, c'est compliqué par une arthropathie, évidemment, et puis que j'ai mesuré, et puis éventuellement, vous avez une asymétrie entre le côté droit et le côté gauche. Alors, elle n'est pas majeure, mais on peut dire que le résultat, il n'était pas parfait, évidemment, en dehors de la mise en place de la prothèse, qui elle aussi est imparfaite dans sa restauration. Donc, le centrage de la hanche lui-même est asymétrique. Les valeurs angulaires, vous me direz, il n'y a pas grand-chose, mais pas grand-chose en mécanique, ce n'est pas le parfait du parfait. C'est véritablement une difficulté d'intégration dynamique auquel il faut réfléchir. Il y aura toujours une asymétrie, déjà morphologique, et puis ensuite, il y a une asymétrie par rapport à la mise en place de cette prothèse. Et on voit très bien les trois axes ici qui sont pas identiques avec des mesures angulaires éventuellement ici représentées. La symétrie fémorale est ici évidente entre le col et la diaphyse. C'est un exemple en particulier. Alors, je me suis intéressé aussi, puisqu'on travaillait un peu sur la colonne avec Vital, sur la valeur de l'incidence pelvienne qui prend comme des repères classiques, essayer de voir la valeur angulaire. Alors, il faut bien ajouter que les valeurs angulaires normales sont sous la forme d'un seul angle. Donc déjà, on a une anomalie d'évaluation en présent les mêmes. Alors, je vais vous montrer l'exemple. Voilà un exemple sur un sujet apparemment normal. Les mesures angulaires tridimensionnelles, il y a 3 angles. L'angle réel des axes d'inertie, alors que la mesure angulaire classique est de l'ordre de 37 degrés. Et on ne retrouve absolument pas les 37 degrés dans le cliché, dans la radiographie en tridimensionnel. Alors, c'est très simple à comprendre, c'est que lorsque vous regardez les pièces, effectivement, la projection entre la partie fémorale et la partie lombaire n'est pas la même. Donc, on ne peut pas avoir une bonne projection. L'angle est super faux. Alors, ça n'a pas, d'après ce que j'ai compris, ça n'a pas beaucoup de valeur ou d'incidence pratique, mais enfin, quand on prend des repères, il vaut mieux avoir des angles valables. Pour s'adresser à l'épaule, on peut faire le même raisonnement, bien entendu pratique, avec les mesures angulaires de l'angle céphalotubérositaire ou céphalodiaphysaire, la même chose. On peut distinguer la torsion intrinsèque de l'humérus par rapport à la tête. Mais l'autre valeur qui me paraissait intéressante, et je m'y suis intéressé, c'est la mesure au niveau de la cavité glénoïdale. Car en effet, les mesures du travail de Trouillou montrent qu'on peut avoir une définition de l'angle par rapport à la cavité glénoïdiale avec mesure selon Friedman. Sa valeur, entre guillemets, elle est variable d'individu à un autre, mais qu'il y a un gros problème au niveau de la cavité glénoïdale. Et ce n'est pas avec un seul angle qu'on va trouver la solution du positionnement de cette glaine prothétique. Et voilà l'exemple. On prend un segment identique. On peut avoir les 3 dimensions de l'humérus et 3 dimensions de la scapula. Ça prend moins de temps lorsque la segmentation est automatique, ce qui est le cas avec des valeurs angulaires que vous avez ici représentées. Mais lorsque on s'adresse à la mise en place d'une prothèse, à mon sens, il ne faut pas évaluer
certes l'humérus, mais il faut évaluer d'une part la cavité glénoïdale et d'autre part le corps. Et là, on voit très bien que les valeurs angulaires de la cavité glénoïdale et du corps font qu'il y a une différence importante et que par conséquent, l'orientation de la glène, eh bien, elle doit se faire plus par rapport au corps que par rapport à l'humérus. Et voilà les valeurs angulaires ici représentées. C'est le résultat souhaitable qui est tridimensionnel, toujours pareil. Donc, c'est là où la main et puis le robot va certainement servir à quelque chose, puisqu'on a ainsi la meilleure orientation angulaire de la cavité glénoïdale par rapport à l'axe principal de la scapula. Voilà un constat qui est banal, qui n'attaque pas, qui ne prend pas, qui n'est pas contre la technique chirurgicale, mais qui montre que la position de cette glène-là, elle n'est pas super parfaite, elle n'est pas dans l'axe. Là, parce que manuellement, on ne peut pas avoir les valeurs parce que d'abord, on ne les a pas calculées avant, donc on peut les voir après. De la même façon, dans ce dossier, on se rend compte que la position de la glène, elle sort un petit peu du corps de la scapula. Donc, c'est un constat. Faire mieux, pourquoi pas, mais si on évalue en 3 dimensions, ça sera mieux qu'en 2 dimensions. Alors, sur le carpe, à mon sens, pour y avoir beaucoup réfléchi, travaillé depuis de très nombreuses années. Alors là, on est à des myriades d'évaluations. Les valeurs angulaires, elles sont toutes projetées. Par la technique, on peut l'améliorer, mais vous savez très bien que ça prend du temps, c'est difficile. Et actuellement, avec les méthodes, on peut y arriver parfaitement, essayer de comprendre ce fonctionnement du carpe qui est quand même un peu difficile à intégrer. Sur la colonne vertébrale, c'est exactement le même principe d'organisation où on peut voir la torsion intrinsèque entre deux corps vertébraux par l'intermédiaire des disques. Et ça montre bien la difficulté d'intégration de tous ces chiffres dans l'évaluation, dans la prise en charge des scolioses, ce qui est un problème complexe à régler chirurgicalement. Bon, mon avis actuellement, enfin, où j'en suis, c'est que je comprends un peu mieux, du moins intellectuellement, j'arrive à mieux comprendre pourquoi la morphologie, les variations, ça ne marche pas. Pour bien opérer, et ça, c'est le futur qui nous dira, c'est les patients qui nous le diront. Comme dit un collègue, les gens sont contents, ils reviennent, ils sont contents. Pourquoi pas? Mais on peut faire mieux. Et pour faire mieux, on a actuellement les possibilités éventuellement de l'impression 3D. Donc, vous avez ici les applications multiples qui permettent surtout de faire de la formation chirurgicale. Il faut savoir que dans l'implantation, actuellement, la législation en France ne permet pas d'implanter toutes les structures en dehors de certains cas particuliers de la face ou bien des tumeurs, mais que c'est une méthode nouvelle associée à la technologie de l'impression 3D qui nous permettra de faire des progressions. Donc, c'est un début. Le début, les jeunes qui sont ici présents dans l'école d'orthopédie de Toulouse l'utiliseront certainement. C'est la CAO, on en parle beaucoup, mais il faut la mettre en place. Et puis, c'est le rôle du robot pour certaines indications tout particulières. Alors, pour ceux qui veulent avoir un peu de littérature, vous aurez accès à ces publications anciennes et plus récentes. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Philippe Chiron m'a demandé de modérer, donc je vais vous poser quelques questions avant que tout le monde se sorte de toutes ces émotions, parce qu'effectivement, vous avez balayé un champ des possibles qui est énorme, et merci donc pour cette présentation. Alors, on se rend compte qu'en fait, ce que vous décrivez, c'est arrivé petit à petit sur nos ordinateurs, dans plein de formes différentes. Et on voit que à l'épaule, dans les robots, notamment dans le genou, un peu plus timidement dans la hanche, c'est arrivé un petit peu, notamment avec l'avènement des robots, vous le dites. Et pourquoi notamment à la hanche, c'est plus difficile? Parce que c'est le même problème qu'un petit peu partout. C'est bien d'avoir la technologie, mais le problème, c'est quels sont les objectifs. Et ça, j'aimerais avoir votre recul
que moi j'ai pas, parce que effectivement je vois, ça nous paraît une évidence, et chez les plus jeunes on se dit bien sûr il suffit de voir du 3D, de faire de la segmentation. Alors déjà vous l'avez bien marqué, la segmentation c'est pas si simple, parce que effectivement les os sont des structures complexes 3D, et maintenant comment on va l'utiliser, ça dépend de ces référentiels d'une part, mais des objectifs de positionnement des implants, d'objectifs de correction des éléments. Et donc là, ma question, c'est quel est votre point de vue un petit peu sur le long terme, sur l'évolution des référentiels? Moi, j'ai fait ma thèse en anthropologie, sur justement le fait qu'on n'a aucun référentiel. Et c'est assez intéressant de dire qu'on va projeter X, Y, Z, ok, mais aujourd'hui, quel est un os qui est anatomiquement pertinent quand on sait qu'il y a une évolution de ces structures osseuses, quand on sait qu'au final, on est tous différents? Et donc, comment on va pouvoir implémenter des robots pour leur dire il faut mettre la cupule comme ça, alors qu'on ne sait même pas nous-mêmes comment on est fait? Voilà. C'est un petit peu de l'histoire que je vous demande, un petit peu une perspective pour savoir vers où on va au final. Oui, la question, c'est la symétrie. Vous savez que c'est 1900, les anatomistes, ils ont cherché à savoir si on était symétrique. En fait, on n'est pas symétrique. Alors, j'en arrive à un concept qui ne sera pas utilisable, c'est-à-dire qu'on devrait, lorsqu'on est jeune, se faire un morphotype réel, puisqu'on est mathématiquement calculé pour avoir une certaine orientation normative, normale, du côté droit par rapport au côté gauche. Et ensuite, une fois qu'on a ce code mathématique, lorsqu'on va vieillir, qu'on va avoir la survenue d'une déformation, d'une arthrose, eh bien, on va se référer à la normalité parce que nous sommes différents côté droit, côté gauche, c'est évident, mais que si on a un point de départ, savoir qu'il vaut mieux la mettre comme on était dans l'état normal que dans l'état pathologique, ça serait un plus. Mais personne ne se fera faire un scanner à 20 ans pour avoir… alors qu'on a une carte d'identité, on a tous une carte d'identité normative, hein, on est tous codés, même génétiquement, si on le faisait. Alors, pourquoi pas, parce que ça se réfléchit, il y a des recherches qui sont faites, notamment chez la personne gériatrique, avec des IRM systématiques. Moi, je suis pas sûr que ça se fasse jamais. Le problème, c'est, encore une fois, le référentiel, parce que si vous évoluez vers de l'arthrose qui donne à une prothèse, c'est toujours la question que Philippe Chiron m'a toujours posée, je suis incapable d'y répondre encore aujourd'hui, c'est est-ce que le patient, il est mal foutu, donc il a évolué vers l'arthrose, ou est-ce qu'il faut revenir à son anatomie primaire, puisque ses muscles sont dans cet état-là? Et on n'est pas capable de répondre à ça aujourd'hui. Oui, non, mais alors là, si on attaque le côté des muscles, alors on est dans des myriades de myriades. Ça, le muscle, c'est un peu la question que je vous aurais posée éventuellement sur le symposium. Quelle était la valeur des muscles une fois que vous avez fait les grandes voies antérieures et postérieures? Parce que j'en ai eu fait quelques-unes, mais ça choque un peu quand même, parce que les muscles, ils sont fibreux, ils sont atrophiques, donc on n'est plus dans la normalité. Alors, c'est une question philosophique, mais je crois qu'il faut se rapprocher le plus possible de la normalité d'un sujet donné. Les muscles, on va les laisser de côté parce qu'on ne peut pas y répondre. Et la question que j'ai avec l'utilisation des robots actuellement qui sont sur le marché, c'est qu'ils ne travaillent pas en 3D, ils travaillent en 2D. C'est un peu la difficulté. Et deuxièmement, que nous n'avons pas accès aux comparatifs. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à avoir le scanner avant et le scanner après de la pièce prothétique. Je n'y suis pas arrivé. Il le cache, il ne le donne pas, parce que je pense qu'il y a des anomalies d'orientation de la tige, parce que la tige, on la gère à 5-6 degrés, mais vous la gérez mal, l'orientation du col, vous le gérez mal. Alors, comme me dit Koujam, on fait le cotyle, la stabulum, c'est bien, mais la tige, vous ne la gérez pas. Et donc, même en matière de genoux, je n'arrive pas à avoir le comparatif des machines. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est fermé, rien n'est ouvert. Faire le scan avant, le scan fait après. Ça serait intéressant de savoir si on l'a bien mise. Et hébergé sur des serveurs qui ne sont pas… Voilà, il faut des systèmes ouverts, mais ça, les labos, ils se verrouillent, hein, ils le verrouillent terriblement. Voilà, enfin, vous avez compris que le jour où ça sera ouvert, mais je crois que c'est le collègue là, de Paris qui avait bien dit qu'il y avait beaucoup de travaux qui étaient faits actuellement sur des systèmes ouverts. Mais si vous êtes un système ouvert, ça pose problème. Mais effectivement, la normalité, quelle est notre normalité? Quand ça va bien, on sommes normaux, mais quand ça ne va pas bien, c'est difficile. Est-ce qu'il y a d'autres…
vous poser une question que vous avez posée vous-même dans votre exposé, qui était à quoi ça sert? Et est-ce que ça sert à faire des prothèses sur mesure qui soient vraiment bien adaptées, tout en les corrigeant pour corriger le défaut initial qui a conduit à l'astrophe? Est-ce que ça peut servir à améliorer les prothèses standards pour qu'elles aient de meilleurs angles? Est-ce que ça peut servir à mieux positionner les prothèses que nous avons maintenant? À quoi ça sert de savoir tout ça? Ben, si, ça sert, par exemple, lorsque vous avez une luxation récidivante du coxo-fémoral, lorsque vous faites l'impression 3D, c'est ce que je fais maintenant, pas l'impression, les axes d'inertie, il y a des troubles de rotation, troubles de torsion automatiques. Et donc, on y est en plein là-dedans. Et alors, la question se pose, est-ce qu'il faut reprendre que l'acétabulum ou reprendre la tige séparément et vous savez très bien que, bon, on ne prend pas toujours les deux parce que mais il y a toujours une cause mécanique. Et l'impression, enfin, les axes d'inertie vous le montrent. En dehors de l'acétabulum, vous l'avez sur la tige fémorale, un trouble de rotation majeur, des fois, majeur, de 15 à 20 degrés. Et ça explique qu'il y a des luxations récidivantes, elle se luxera toujours. Évident, faites-le. Alors, je ne recherche plus, mais si vous en avez, je suis ouvert à récupérer des CD-ROM, c'est facile. Et avec le numérique, puisque je travaille avec Maestro, Toulek, là, par numérique, on arrive à avoir le résultat dans les 2 ou 3 jours, au moins dans l'analyse des axes d'inertie. Voilà. Je trouve qu'une Vous des avez la limites, solution. une des limites à la technique, c'est le scanner, la tomodensitométrie, parce que c'est assez irradiant. Est-ce Oui. que nous, on fait passer nos malades à l'EOS et l'EOS permet d'avoir une reconstruction 3D? Est-ce qu'on pourrait appliquer ces logiciels à l'EOS? J'ai essayé, mais l'EOS, il faut voir que dans le concept, c'est du 2D. Oui, c'est du Et le 2D 3D, il est automatique et déjà, il est faux. Il manque une donnée. Voilà, c'est le problème qu'ils ont tous posé. Et puis quand même, au départ, dans la soutalienne, par exemple, on ne l'a pas, ça s'arrête à la talochorale. Donc, j'ai essayé avec l'EOS, mais là aussi, c'est difficile, c'est pas possible. Enfin, c'est pas la réalité. Moi, ce qui me paraît très bien, c'est la reconstruction avec une imprimante 3D à partir des données que vous avez calculées d'un os artificiel sur lequel on peut réfléchir avant l'opération et même déjà commencer à opérer, calculer les coupes, l'orientation des prothèses. Ça se fait pour le pied, mais il faudrait qu'on le fasse pour le reste. Mais ça c'est automatique, c'est banal. Ça. Enfin, je dirais que C'est ça fait banal, mais partie on de ne la l'a pas dans le banalité. bloc opératoire. Il faudrait qu'on l'ait au Alors, bloc moi, opératoire. moi je m'étais intéressé à ça dès qu'il y a Didream et d'autres qui avaient commencé à faire ça. Le problème, c'est l'intérêt en pratique quotidienne. Parce que soit on fait des grosses reconstructions de bassins sur des séquelles de traumatisme, de fractures, etc. Et ça peut être, c'est des cas très ponctuels. Mais sur de la reproduction et sur de l'outil, on va dire, de tous les jours, le problème, c'est que les coûts aujourd'hui, puisqu'on n'a pas les imprimantes chez nous, elles justifient pas parce que ça coûte, si on passe par un industriel, ils vont nous facturer ça 200, 300 euros. Pour une prothèse standard, Ouais. je ne sais pas trop l'intérêt. J'ai un petit peu du mal à me projeter dans une routine là-dedans. Et on peut acheter, avoir ça parce que j'ai vu, c'est pas très cher une imprimante 3D. Parce C'est qu'on vrai. ne veut pas le faire en Mais métal. On c'est veut pas le la faire en question, plastique. c'est pas la question de la faire, c'est la question du temps, question de qui fait et qui reboot la machine si ça bug et le coût personnel au final. Qui fait ça? C'est Ben, assez compliqué. moi, je le fais chez moi, là, pas à mon domicile, au Fab Lab. Il me faut 48 heures pour l'avoir. C'est Ah tout. oui. Voilà. Donc, c'est pas Je le- compatible en routine avec des prothèses où on en fait 10 par jour, quoi. Ah non, à 10 par jour, non, mais bon, si vous faisiez déjà, enfin, on ne fait pas de scanner automatique, c'est évident. Vous faites de la radiographie 2D, ben, on est au stade de la bougie, hein. Bien sûr. Mais si on veut s'améliorer, alors je crois que la difficulté vient aussi des valeurs, des contrôles. Et je trouve que les contrôles, toutes les statistiques avec des angles 2D, ça n'a pas grande valeur, honnêtement. Honnêtement. On pourrait faire des progrès si on avait tout en 3D et tout en belle mesure. Alors là, on ferait des progrès. Là, on ne fera pas de progrès. Tant qu'on est en 2D, on ne fait pas de progrès. Enfin, du moins, on fait des progrès pour les publications, mais ça n'apporte rien. OK. D'autres questions dans l'auditoire? Je vous rappelle qu'il suffit d'ouvrir votre micro et vous Ouais. parlez. Non, mais c'est bien, tout le monde a compris. C'était parfaitement clair. Bien.
On va conclure. Moi, je voudrais conclure de manière un peu pompeuse. D'abord, je vais citer Aristote qui disait « Qui cherche, trouve ». Donc, vous cherchez. Et après, vous trouverez quelque chose forcément d'intéressant. Et puis, une donnée plus générale, vous savez il y a deux types de pensée. Il y a ceux qui pensent que la vie, c'est le hasard, la vie, c'est le hasard, mais elle s'adapte aux conditions par la nécessité. Et d'autres pensent que c'est une création. Mais plus c'est compliqué, moins c'est le hasard. Et vous êtes en train de nous montrer que même dans les structures, au-delà de la chimie, de la biochimie, de tout ce qui est compliqué, le corps humain est extrêmement compliqué, ce qui nous fait penser du côté création. Oui, là Plutôt que hasard. c'est un problème philosophique. Lorsque j'ai regardé le talus, et que vous avez un cube, un cylindre et une… Là, le concepteur, il a fait d'abord des calculs mathématiques. Oui, Hein. c'est ça. Alors, il y a la génétique. Alors, la génétique, on est tous génétiques, like. Je crois que, en dehors du traumatique, hein, vu, tout est programmé, tout est génétique. Voilà, on n'y comprend pas. Nous Moi, ce avons qui tous m'a un problème. étonné, c'est qu'au musée d'histoire naturelle à Paris, j'ai vu un tyrannosaure qui donc a 60 millions d'années au minimum, sinon plus, et il a les mêmes os que nous, en même nombre, avec à peu près la même forme, la coxo-fémorale qui ressemble à une coxo-fémorale, c'est-à-dire que tout ça est en place depuis très très longtemps. Eh oui. Oui, non, mais c'est un objectif. Quel était l'objectif du tyrannosaure? Voilà, c'est tout. De se déplacer Et voilà, face à la pesanteur. tout à Et en fait. plus, lui, il a été meilleur que nous parce qu'il avait une certaine pesanteur. Ouais, ouais, Il devait courir vite parce que c'était un prédateur. ouais. Donc, il devait aller très vite avec un grand poids. Donc, tout ça était bien calculé depuis longtemps. Il a été calculé. Bon, mais là, on s'éloigne un peu Oui, de… tout ça s'est adapté depuis longtemps. Voilà. Voilà, tout à fait. Voilà. Bon, bien, pas de remords, plus de questions. Eh bien, on vous dit tous au revoir. Et Monsieur Bonnel, merci pour cette belle Non, présentation. mais avec plaisir. Après, moi, j'ai bien écouté. C'était très clair, mais je n'ai pas tout compris. D'où l'intérêt de le revoir et de le revoir. Au revoir. Allez, Merci à tous. Au revoir. au revoir. Bon, merci. Au revoir.